La famille l'avait tranché sans lui demander son avis. Le grand-père était mort, et personne n'avait mentionné son nom à l'enterrement. Une vieille maison dans un hameau que personne ne connaissait, au bout d'une route que les GPS refusaient de tracer. Voilà ce qu'on lui avait transmis. Le notaire lui avait dit une phrase étrange en la raccompagnant, une phrase qu'elle n'avait pas comprise ce jour-là. Son ancienne vie était derrière elle, le divorce signé, le badge de l'hôpital rendu, ses affaires dans le coffre d'un Kangoo garé sur une aire d'autoroute. Personne dans sa famille, personne parmi ses anciens collègues, personne dans ce village de 12 âmes perdues dans les Pyrénées n'aurait imaginé qu'en moins d'une saison, une femme épuisée, seule, sans projet et sans attache, allait mettre à genoux une société immobilière de Toulouse, faire la une de la presse régionale et comprendre pourquoi un vieil homme qu'elle n'avait jamais rencontré avait choisi son prénom sur la dernière page de sa vie. Si vous avez déjà senti que quelqu'un, quelque part, avait cru en vous avant même que vous y croyiez vous-même, ce récit est pour vous. Abonnez-vous, activez les notifications et dites-nous dans les commentaires depuis quelle région vous nous regardez. Chaque message compte davantage que vous ne le pensez. La nuit était tombée sur l'aire de repos de Pamiers sans que Claire s'en aperçoive vraiment. Elle avait garé le Kangoo entre deux camions, comme d'habitude, parce que les camions faisaient prendre du bruit, et que le bruit, paradoxalement, l'aidait à ne pas penser. Dehors, les lampadaires oranges dessinaient des ombres plates sur le bitume mouillé. Elle était allongée sur le siège arrière, un manteau roulé sous la tête, les genoux légèrement repliés parce que la voiture était trop courte pour elle d'une dizaine de centimètres. Un détail qu'elle avait cessé de trouver inconfortable depuis plusieurs semaines. Claire Moreau avait 35 ans. Son visage portait cette fatigue particulière qui ne vient pas du manque de sommeil, mais de trop d'années à absorber la douleur des autres. Des traits fins, une mâchoire volontaire, des cheveux châtains attachés en arrière sans soin. Ses mains posées à plat sur sa poitrine étaient ses mains d'infirmière, précises, sèches, habituées à piquer, à comprimer, à tenir. Des mains qui savaient quoi faire quand tout allait mal, sauf pour elle-même. Elle avait travaillé 9 ans au SAMU de Toulouse. 9 ans à monter dans des ambulances, à courir dans des couloirs, à prendre des décisions en quelques secondes sur des vignes qui tenaient à un fil. Elle aimait ce travail d'un amour épuisant et total, le genre d'amour qui ne laisse rien pour le reste. Adrien, son mari, le lui avait dit d'abord gentiment, puis avec lassitude, puis avec cette froideur polie qui précède les avocats. Il n'avait pas tort. Elle n'était plus vraiment là, même quand elle était là. La rupture avait été signée en février, la démission en avril. L'effondrement, lui, n'avait pas eu de date précise. Un matin de mars, elle s'était retrouvée assise dans le vestiaire de la caserne, incapable de mettre ses chaussures, incapable de se rappeler pourquoi elle devrait le faire. Le médecin du travail avait utilisé le mot burn-out, avec la délicatesse d'un homme qui l'utilise 10 fois par semaine. Elle avait hoché la tête, pris l'arrêt maladie, et n'était jamais retournée. Depuis, elle vivait dans le Kangoo. Pas par dénuement absolu. Elle avait un peu d'argent de côté, de quoi tenir quelques mois. Mais parce qu'elle n'avait nulle part où aller qui ait du sens. L'appartement avait été vendu dans le cadre du divorce. Ses parents étaient à Bordeaux, mais rentrer là-bas aurait signifié expliquer, raconter, subir les regards. Elle n'en avait pas la force. Alors elle roulait, elle s'arrêtait, elle dormait, elle repartait. Ce soir-là, en revenant des toilettes de l'aire de repos, elle avait remarqué l'enveloppe glissée sous l'essuie-glace. Blanche, format officiel, avec un en-tête imprimé. Maître René Vidal, notaire, Tarascon-sur-Ariège. Son nom était écrit dessus à la main, en lettres soignées. Elle l'avait regardé un long moment sans la toucher, comme si le fait de la prendre rendait la chose réelle. À l'intérieur, une convocation. Brève, formelle. Elle était priée de se présenter à l'étude dans les meilleurs délais concernant la succession d'Henri Moreau, son grand-père paternel décédé 3 semaines auparavant. Henri Moreau. Claire avait prononcé ce nom à voix basse dans l'obscurité, et il avait résonné comme quelque chose de lointain et de poussiéreux. Elle le connaissait à peine. Une silhouette dans les récits en creux,
une absence justifiée par des phrases vagues que sa mère prononçait en changeant de sujet. Une brouille ancienne, avait-on dit un jour. Une histoire de famille, avait-on dit une autre fois. On n'en parlait pas. Il existait quelque part dans les Pyrénées, seul, et la famille avait fini par faire comme s'il n'existait plus du tout. Claire avait replié la lettre soigneusement. Dehors, un camion démarrait dans un grondement de diesel. Pour l'instant, elle était seule, la lettre posée sur le tableau de bord. Et quelque chose d'imperceptible venait de changer dans l'air immobile de la voiture. Pas de l'espoir, pas encore. Plutôt une fissure minuscule dans le mur de l'indifférence. Juste assez pour qu'un peu de lumière entre. Le cabinet de Maître Vidal se trouvait au rez-de-chaussée d'un immeuble ancien, à 2 pas de l'église de Tarascon-sur-Ariège. Une plaque en laiton vissée près de la sonnette, des volets gris, une porte en bois sombre qui sentait le vernis et les années. Claire arriva avec 10 minutes d'avance, ce qu'elle faisait toujours par habitude professionnelle, et attendit debout sur le trottoir parce qu'elle ne savait pas encore si elle allait entrer. Elle entra. La salle d'attente était étroite, meublée de 2 chaises droites et d'une petite table couverte de magazines que personne ne lisait. Une secrétaire d'une 60aine d'années lui fit signe de patienter sans lever les yeux. 5 minutes plus tard, la porte intérieure s'ouvrit sur Maître Vidal lui-même. Il était grand, sec, avec des cheveux blancs soigneusement peignés et des lunettes à monture fine qui lui donnaient l'air d'un homme habitué à lire des choses que les autres préfèrent ignorer. Il portait un costume gris anthracite, une cravate bordeaux, et serrait la main de Claire avec la précision de quelqu'un qui ne donne jamais plus que ce qui est nécessaire. Son regard était neutre, professionnel, sans chaleur particulière mais sans froideur non plus. Le regard d'un homme qui a accompagné trop de familles dans trop de moments difficiles pour se laisser affecter, mais qui n'a pas oublié que ce sont des gens. Il l'invita à s'asseoir face à lui et ouvrit un dossier mince posé au centre du bureau. Henri Moreau, dit-il, est décédé le 14 octobre à l'hôpital de Foix, à l'âge de 84 ans. Il avait rédigé son testament il y a 7 ans, en présence de 2 témoins, en pleine capacité juridique. Le document est parfaitement valide. Il marqua une pause comme pour laisser le poids de la phrase suivante s'installer. Il a exclu de sa succession l'ensemble de ses enfants. Votre père, vos oncles et tantes. Tous. Vous êtes sa seule héritière, mademoiselle Moreau. Claire ne dit rien. Elle regardait le bord du bureau, un détail de bois veiné, et attendait que les mots prennent un sens cohérent. Maître Vidal fit glisser vers elle une chemise cartonnée. À l'intérieur, un acte de propriété, un plan cadastral et une photographie. Elle prit la photo. C'était une image ancienne, légèrement jaunie au bord, prise depuis ce qui devait être un chemin en contrebas. On y voyait une maison en pierre grise, solide, avec 2 étages et un toit de lauze. Derrière elle, une forêt dense de sapins montait vers la montagne. Et sur la droite de l'image, partiellement visible, l'entrée d'une grotte, une bouche d'ombre dans la roche, encadrée de fougères. Commune de Santenac, précisa Vidal. 12 habitants recensés au dernier relevé. La route d'accès est carrossable jusqu'en novembre. Après, il faut compter sur les conditions. La maison n'est plus habitée depuis le départ de votre grand-père à l'hôpital, il y a 8 mois. Claire regardait toujours la photographie. Il y avait quelque chose dans cette image qui ne ressemblait à rien de ce qu'elle avait connu. Pas de confort visible, pas de commodité, rien de rassurant au sens moderne du terme. Juste de la pierre, du bois, de la forêt, et cette ouverture sombre dans la roche qui semblait regarder l'objectif. « Pourquoi moi » demanda-t-elle. Maître Vidal referma le dossier avec soin. « Il ne m'a pas confié ses raisons, dit-il. Ce n'est pas dans ses habitudes, ni dans les miennes, de les chercher. » Elle signa les documents nécessaires. Vidal lui remit les clés dans une petite enveloppe Kraft avec les coordonnées GPS de la propriété griffonnées au dos. Puis il la raccompagna jusqu'à la porte d'entrée, et sur le seuil, alors qu'elle boutonnait sa veste dans l'air froid du matin, il dit, presque pour lui-même, « Il savait ce qu'il faisait, mademoiselle. » Elle se retourna, mais il avait déjà refermé la porte. Elle quitta Tarascon peu après 11 heures.
les coordonnées griffonnées sur l'enveloppe Kraft, posée sur le siège passager, à côté d'un gobelet de café qu'elle n'avait pas fini. Le Kangoo était chargé comme il l'était depuis 2 mois. Un sac de vêtements, une caisse de livres, une trousse de premier secours, une couverture de survie, quelques conserves. Pas grand-chose. Juste assez pour quelqu'un qui avait appris à ne plus s'encombrer. Le ciel était bas et uniforme, ce gris de novembre qui efface les reliefs et donne aux montagnes l'air d'être peintes à la hâte. La route nationale laissa bientôt place à une départementale, puis à une route plus étroite encore qui serpentait entre des prairies jaunies et des bois de hêtres. Claire conduisait lentement, pas par prudence particulière, mais parce qu'elle n'était pas pressée. Pour la première fois depuis longtemps, il y avait quelque chose devant elle. Quelque chose de flou, d'incertain, mais quelque chose quand même. La route de crête arriva après un lacet serré, à environ 8 kilomètres de Centenac. La vue s'ouvrit brusquement sur une vallée profonde et Claire ralentit instinctivement pour regarder. C'est là qu'elle la vit. Elle était allongée sur le bitume, au milieu de la voie, comme si elle avait choisi cet endroit précis pour s'arrêter. Une vieille chienne blanche, épaisse, aux poils emmêlés par l'humidité. Une patte avant repliée contre le corps à un angle qui n'était pas naturel. L'œil gauche fermé, le droit entrouvert, fixant le ciel sans le voir vraiment. Claire freina, coupa le moteur, descendit. L'animal ne bougea pas quand elle s'approcha. Pas d'agressivité, pas de fuite, juste une immobilité lasse, comme celle d'une bête qui a décidé d'attendre sans savoir quoi. Claire s'accroupit à 1 mètre, tendit la main lentement. La chienne renifla l'air, puis laissa ses doigts approcher. Elle alla chercher sa trousse dans le coffre. Elle n'avait pas grand-chose d'adapté à un animal, mais ses mains savaient y faire avec ce qu'elles avaient. Elle nettoya une plaie sur l'épaule droite, pas profonde, mais sale. La patte n'était pas cassée, juste foulée. Le pouls sous ses doigts était faible mais régulier. Elle banda ce qu'elle pouvait bander, parla à voix basse pendant tout ce temps. Pas pour dire quelque chose de particulier, juste pour que la chienne entende une voix humaine qui n'était pas pressée. Charger l'animal dans le Kangoo fut compliqué. La chienne était lourde, pas vraiment coopérative, et Claire dut s'y reprendre à 2 fois avant de la hisser sur la banquette arrière. Elle la regarda s'installer avec une dignité maladroite, puis poser son museau sur ses pattes croisées, avec un soupir long et profond. Claire remonta dans la voiture. Elle regarda la chienne dans le rétroviseur. « D'accord, dit-elle. On verra. » Elle l'appela Baume pour la première fois ce soir-là, sans vraiment y réfléchir. Le mot lui était venu naturellement, comme une évidence. Centenac apparut au bout d'un chemin communal qui longeait un ruisseau. Quelques maisons dispersées, une croix de pierre à l'entrée du hameau. Pas âme qui vive à cette heure. Claire suivit les coordonnées jusqu'au bout d'une piste enherbée, et la maison fut là. Elle était plus grande que sur la photo, ou peut-être plus présente. Une façade en pierre grise, solide, 2 étages, des volets en bois sombre fermés depuis si longtemps que la peinture s'était craquelée en écailles régulières. Le jardin avait été avalé par la végétation, des ronces hautes d'1 mètre, de la bardane, des touffes de graminées qui avaient y poussé entre les pierres du chemin. Et au 2e étage, sur la gauche, une partie du toit s'était affaissée sous le poids des années. Les lauses glissaient les unes sur les autres, comme un jeu de cartes mal battues. Claire resta un moment dans la voiture sans descendre. Baume s'était redressé sur la banquette et regardait la maison par la vitre, les oreilles dressées. Elle prit l'enveloppe Kraft, en sortit la clé. Elle était longue, ancienne, en fer forgé légèrement rouillé. Elle alla jusqu'à la porte, introduisit la clé dans la serrure. Il fallut forcer un peu, tourner 2 fois. Puis le pêne céda avec un son sourd et la porte s'ouvrit. L'air qui sortit n'était pas l'air vicié d'une maison abandonnée. C'était autre chose, une odeur dense, presque vivante, entre la terre humide et quelque chose de végétal qu'elle ne sut pas nommer immédiatement. Une odeur qui n'appartenait à aucune maison qu'elle avait connue. Elle resta sur le seuil, la main sur le montant de la porte, sans entrer tout de suite. Baume vint s'asseoir contre sa jambe. Quelque chose dans cet air la retenait.
pas la peur. Plutôt le pressentiment que ce qu'il y avait à l'intérieur allait changer quelque chose, et qu'une fois entrée, il n'y aurait plus de retour possible vers ce qu'elle avait été avant. Elle entra quand même. Elle alluma la lampe torche de son téléphone et entra dans le couloir. La maison sentait le bois froid, la pierre humide, et toujours cet arrière-fond végétal qu'elle n'arrivait pas à identifier. Elle avança lentement, poussant les portes l'une après l'autre. Le salon d'abord, des meubles recouverts de draps blancs jaunis, une cheminée en pierre avec des cendres encore dans le foyer, une fenêtre au volet si gonflé par l'humidité qu'il refusait de s'ouvrir complètement. La lumière qui filtrait était grise, tamisée, comme celle d'un jour qui n'a pas vraiment décidé de commencer. Dans la pièce du fond, un lit de fer avec un matelas couvert d'un drap, une armoire en noyer dont la porte pendait légèrement, un crucifix en bois sur le mur. Les affaires personnelles d'Henri Moreau avaient été emportées par quelqu'un, probablement l'hôpital ou le notaire, mais la chambre gardait la forme de quelqu'un qui avait vécu là longtemps. Des crochets au mur à hauteur précise, un rebord de fenêtre usé par l'appui de 2 mains répétées pendant des années, un espace circulaire sur le plancher, là où une chaise avait tourné des milliers de fois. Claire s'arrêta au milieu de la chambre et écouta. La maison ne craquait pas. Elle était silencieuse d'une manière étrange, comme si les murs retenaient quelque chose. Elle remonta au rez-de-chaussée et entra dans la cuisine. C'était la pièce la plus vivante. Une cuisinière à bois en fonte noire, massive, trônait contre le mur du fond. Claire posa la main sur le métal froid et sentit qu'il était intact, sans rouille, huilé avec soin. Quelqu'un avait pris le temps de l'entretenir jusqu'au bout. Sur la tablette au-dessus, 3 boîtes d'allumettes et un petit carnet d'entretien avec des dates notées à l'encre. La dernière date remontait à moins d'1 an. Elle fit le tour de la pièce. C'est en voulant ouvrir la fenêtre au-dessus de l'évier qu'elle remarqua le buffet. C'était un meuble ancien, en chêne sombre, large et lourd. Mais il n'était pas tout à fait contre le mur. L'humidité, ou le temps, l'avait légèrement déplacé vers la gauche, laissant un espace irrégulier entre son flanc droit et le mur. Claire approcha la lampe. Dans cet espace, le crépi était différent. Plus lisse, plus récent, et au centre, presque invisible parce qu'elle s'inscrivait dans un joint de pierre, une ligne verticale qui n'était pas naturelle. Elle tira le buffet vers elle. Il pesait lourd, grinça sur le carrelage, mais céda. Derrière, dans le mur, une porte basse en bois brut, fermée par un simple loquet en fer. Pas de serrure, juste le loquet. Elle hésita une seconde, puis l'ouvrit. La pièce était petite, à peine 2 mètres sur 2, avec un plafond si bas qu'elle dut courber la tête en entrant. Mais contrairement au reste de la maison, l'air y était sec, presque chaud, comme si la roche autour avait conservé une température constante pendant des années. Et sur les 4 murs, du sol au plafond, des étagères en bois brut chargées d'une accumulation patiente et méthodique. Des carnets reliés à la main par dizaines, des bocaux en verre fermé à la cire, des sachets en toile étiquetés à l'encre ancienne avec des noms écrits en petites majuscules régulières. Claire resta sur le seuil sans bouger. Baume passa devant elle, renifla le bas des étagères, puis s'allongea au centre de la pièce comme si elle avait toujours su que cet endroit existait. Claire prit un carnet au hasard. La couverture était en carton brun, cousu avec du fil épais. À l'intérieur, l'écriture de son grand-père. Elle l'a reconnue sans l'avoir jamais vue parce qu'elle ressemblait à ce qu'elle imaginait de lui. Serrée, régulière, sans fioritures. Des colonnes de chiffres, des schémas au crayon, des noms en latin qu'elle ne reconnut pas, des abréviations, des symboles. Quelque chose qui ressemblait à des recettes ou à des formules, mais dans un langage qu'elle ne parlait pas encore. Elle alla chercher une bougie dans la cuisine, la posa sur l'étagère du bas et s'assit par terre avec le carnet ouvert sur les genoux. Elle tourna les pages lentement, s'arrêtant sur les schémas, cherchant un mot familier entre les noms latins. Elle n'en trouva pas beaucoup. Pas encore. Au bout d'un long moment, elle referma le carnet et le posa à côté d'elle sur le sol. La bougie projetait des ombres longues sur les étagères. Baume respirait lentement à ses pieds, les yeux mi-clos.
Claire ne bougea pas pendant longtemps. Elle ne pensait à rien de précis. Elle regardait les rangées de bocaux, les sachets étiquetés, les dizaines de carnets alignés avec soin, et elle avait la sensation confuse d'être arrivée quelque part qui l'attendait depuis bien avant qu'elle sache qu'il existait. Elle se réveilla sur le canapé du salon, couverte de son manteau, baume calé contre ses jambes. La lumière du matin entrait par les interstices des volets, fine et blanche, différente de celle de la veille. Claire resta allongée un moment, les yeux ouverts sur le plafond en poutre sombre, et écouta. Rien. Pas de voiture, pas de voix, pas le bruit sourd et permanent de la ville qu'elle portait dans les oreilles depuis 9 ans comme un acouphène. Juste le vent dans les sapins, dehors, et le souffle régulier de la chienne. Elle alla chercher le carnet dans la pièce secrète. À la lumière du jour, les choses étaient différentes. Elle s'installa à la table de la cuisine avec le carnet ouvert devant elle, et, cette fois, elle prit le temps de lire sans chercher à tout comprendre d'un coup. Les noms latins revinrent, et quelque chose dans sa mémoire commença à travailler lentement. Achillea millefolium, Melissa officinalis, Valeriana officinalis. Elle les prononça à voix basse, un par un, et les mots commencèrent à résonner. L'achillée, la mélisse, la valériane, des plantes, toutes des plantes. Elle tourna plusieurs pages. Les colonnes de chiffres qu'elle avait prises pour des formules étaient des dosages, des grammes, des proportions, des temps d'infusion notés en minutes. Et entre les colonnes, des observations écrites au fil des années, certaines datées, certaines non. Effet observé après 3 semaines. Association déconseillée avec Hypericum. Récolte optimale en août, altitude supérieure à 900 mètres. Son grand-père était herboriste. Pas en amateur, pas par distraction. Avec la rigueur méthodique de quelqu'un qui a consacré sa vie entière à une discipline. Claire referma le carnet doucement et resta un moment, les mains à plat sur la couverture cartonnée. Elle pensait à son père, à ses oncles, à tout ce silence autour d'un homme qui avait passé ses décennies ici, à construire quelque chose de patient et de précis. Elle ne comprenait pas encore pourquoi ils s'étaient déçus. Mais elle commençait à comprendre ce qu'ils avaient manqué. Dans l'après-midi, elle entreprit de dégager le cellier. La trappe était dans le couloir, sous un tapis de laine rongé au bord. Elle la souleva et descendit 6 marches en pierre dans une cave basse et fraîche, équipée d'étagères en bois chargées de bocaux identiques à ceux de la pièce secrète. Elle déplaça des caisses vides, dégagea un angle encombré de vieux outils, et c'est là qu'elle l'entendit. Un bruit sourd, régulier, presque imperceptible. Elle s'accroupit, posa la paume sur la dalle de pierre au fond de la cave. La pierre était froide, mais pas de la même façon que les autres. Elle vibrait très légèrement, comme quelque chose qui respire dessous. Elle chercha un outil dans les caisses, trouva un pied de biche rouillé. Elle glissa la lame dans le joint, fit levier. La dalle résista, puis céda brusquement avec un bruit creux. En dessous ou dans l'obscurité, un filet d'eau coulait sur la roche nue, propre, silencieux, traçant un chemin qu'il connaissait depuis longtemps. Claire resta agenouillée au bord, la lampe pointée vers le bas. L'eau était claire, sans couleur, sans odeur particulière sinon quelque chose de minéral, presque métallique et doux à la fois. Elle trempa 2 doigts, les porta à ses lèvres. Froide, nette, différente. Elle fit analyser un échantillon 2 jours plus tard au laboratoire départemental de Foix. Les résultats lui furent envoyés par courrier électronique le jeudi matin. Elle les lut 3 fois. Minéralisation exceptionnelle, taux de magnésium et de silice hors normes habituelles, absence totale de polluants, pH légèrement alcalin. Le technicien avait ajouté une note manuscrite en bas de page, chose inhabituelle, source de très haute qualité, rarissime à cette altitude. Ce soir-là, Claire choisit 3 plantes parmi les sachets de la pièce secrète en suivant les indications du carnet. Elle fit bouillir l'eau de la source sur la cuisinière à bois, laissa infuser le temps indiqué, versa dans une tasse ébréchée qu'elle avait trouvée dans le placard. Elle but lentement, debout devant la fenêtre ouverte sur la nuit. Le goût était différent de tout ce qu'elle connaissait. Pas meilleur au sens simple du terme, plutôt plus complet, comme si
Quelque chose dans la combinaison de cette eau et de ces herbes produisait quelque chose que ni l'une ni les autres n'auraient pu produire seules. Elle resta longtemps avec la tasse vide entre les mains, regardant les arbres noirs contre le ciel. Ce n'était pas un hasard. Rien ici n'était un hasard. Tout avait été pensé, construit, attendu. Par un homme qu'elle n'avait pas connu, pour quelqu'un qui l'avait choisi sans lui dire. Cela faisait 11 jours que Claire était à Santenac et elle n'avait parlé à personne. Ce n'était pas une plainte. Elle avait découvert, progressivement, que le silence n'était pas la même chose que la solitude. Elle se levait tôt, travaillait à la maison pendant les heures de lumière, réparer, nettoyer, déblayer, comprendre. Et le soir, elle lisait les carnets de son grand-père à la lueur de la cuisinière. Baume la suivait partout, toujours à 1 mètre, comme si la chienne avait décidé une fois pour toutes que c'était là son poste. Ce soir-là, le vent était tombé. La nuit était particulièrement noire, sans lune, et Claire avait allumé 2 bougies sur la table de la cuisine en plus de la lampe. Elle était en train de recopier une liste de plantes dans un cahier neuf, transposant les abréviations de son grand-père en noms complets qu'elle avait appris à identifier au fil des jours, quand les coups résonnèrent. 3 coups. Sec, bref, décidé. Baume se leva d'un bond, les oreilles dressées, le regard fixé sur la porte. Pas d'aboiement, juste cette tension immobile dans le corps de l'animal qui précède le bruit. Claire resta une seconde sans bouger. Il n'y avait pas eu de bruit de voiture, pas de pas sur le chemin. Elle prit la lampe torche, traversa le couloir et ouvrit la porte. L'homme qui se tenait sur le seuil était grand, la soixantaine passée de peu, avec des épaules larges, légèrement voûtées sous un gilet de laine marron. Un visage avenant, des joues hautes, des cheveux grisonnants coupés courts. Il souriait, pas le sourire des gens qui veulent à quelque chose, plutôt celui de quelqu'un qui a l'habitude de mettre les autres à l'aise. « Bernard Cos, dit-il. J'habite la maison au bout du chemin, à 300 mètres. J'ai vu de la lumière depuis quelques jours. J'ai attendu avant de venir pour ne pas déranger. Mais ce soir, je me suis dit que je devais m'assurer que ce n'étaient pas des gens qui s'installaient sans autorisation. Ça arrive parfois, les maisons vides. » Il dit tout cela simplement, sans excuse excessive. Claire le regarda une seconde, puis s'écarta pour le laisser entrer. Dans la cuisine, la lumière des bougies lui donnait un visage plus doux encore. Il s'assit sur la chaise qu'elle lui indiqua, posa ses 2 mains à plat sur la table, comme un homme qui n'a rien à cacher, et regarda autour de lui avec ce qui ressemblait à de la nostalgie. « Vous êtes de la famille d'Henri, dit-il. Pas une question. Sa petite fille, dit Claire. On ne se connaissait pas. Il hocha la tête lentement, comme si ça ne le surprenait pas. Elle remplit un verre de l'eau de la source et le posa devant lui. Il but une gorgée, marqua une pause imperceptible, but encore. « C'est de l'eau d'ici, dit-il. De la cave. Il y a une source sous la dalle. » Il posa le verre sans rien dire, mais ses yeux restèrent dessus une fraction de seconde de trop. La conversation s'installa naturellement, comme il arrive parfois avec les inconnus qu'on rencontre dans des endroits isolés, quand la garde baisse parce qu'il n'y a pas de raison de la maintenir. Claire parla. Elle ne s'en rendit pas vraiment compte sur le moment. Cela faisait 11 jours qu'elle gardait tout pour elle, et cet homme écoutait bien, posait des questions simples, opinait du chef au bon moment. Elle parla de la pièce derrière le buffet, des étagères, des carnets, des bocaux. Elle parla des noms latins et de ce qu'elle avait compris progressivement. Son grand-père herboriste, des décennies de travail accumulées dans cette petite pièce sèche. Elle parla de la source et des résultats du laboratoire. Et puis, parce qu'il lui demanda ce qu'elle comptait faire, elle parla de ses projets, encore flous, encore fragiles, mais réels. Préparer les tisanes selon les recettes du grand-père, vendre en direct, peut-être remettre le jardin en état pour cultiver les plantes qu'il notait dans ses carnets. Bernard Cos écoutait. Il hochait la tête, il souriait au bon moment. Quand elle eut fini, il dit que c'était une belle idée, que la région manquait de ce genre de choses, que son grand-père aurait été content. Il repartit peu après 22 heures, serrant la main de Claire avec chaleur sur le pas de la porte. «
Baume le regarda s'éloigner dans l'obscurité, les oreilles légèrement en arrière, sans bouger jusqu'à ce que le bruit de ses pas disparaisse. Claire rentra, referma la porte et retourna à ses carnets. Elle ne vit pas Bernard Cos s'arrêter à 20 mètres du portail, sortir son téléphone de la poche de son gilet et taper un message dans l'obscurité. Elle ne vit pas l'écran s'allumer brièvement sur son visage, révélant quelque chose que la lumière des bougies n'avait pas montré. Quelque chose de calme, de professionnel et d'entièrement dénué de chaleur. La lettre arriva un mardi matin, glissée dans la boîte aux lettres en métal rouillé que Claire n'avait pas encore eu l'occasion de vider depuis son arrivée. Une enveloppe blanche, épaisse, avec un avis de passage du facteur agrafé dessus. Il était repassé 2 fois avant de la laisser sans signature. Dans le coin supérieur gauche, un logo sobre en bleu marine. Groupe Areal Développement. Cabinet d'architecture et d'investissement immobilier. Toulouse. Claire lut la lettre debout dans la cuisine, une tasse de tisane encore chaude dans la main gauche. Le ton était celui des documents juridiques écrits pour paraître courtois, tout en n'étant pas courtois du tout. Le groupe Areal Développement se déclarait titulaire d'un droit de préemption sur plusieurs parcelles de la commune de Centenac et des alentours, dans le cadre d'un projet de développement touristique durable. La formule faisait 2 lignes à elle seule. Ils souhaitèrent procéder au rachat amiable de la parcelle enregistrée au nom d'Henri Moreau, désormais transmise à Claire Moreau, avant le lancement de la phase de construction prévue au printemps. Un prix était indiqué. Il était bas. Pas indécent, mais bas. Du genre de prix qui suppose que le destinataire ne connaît pas la valeur de ce qu'il possède. En bas de page, une signature illisible et un numéro de téléphone à Toulouse. Claire posa la lettre sur la table et finit sa tisane. Puis elle écrivit une réponse à la main, brève, sans formule de politesse superflue. Elle n'était pas vendeuse. La parcelle n'était pas à vendre. Elle priait le groupe Areal de cesser tout courrier à cette adresse. Elle l'envoya en recommandé depuis la poste de Tarascon le jour même. Le lendemain matin, à 9 heures, une camionnette blanche s'arrêta devant le portail. Un homme en descendit, la quarantaine, veste technique, un appareil de mesure électronique à la main et un rouleau de plan sous le bras. Il se présenta comme géomètre mandaté par la préfecture pour un relevé cadastral de routine sur les parcelles de la commune. Il dit routine avec la désinvolture de quelqu'un qui a dit ce mot des dizaines de fois et sait qu'il décourage les questions. Claire se tint dans l'encadrement de la porte et lui dit qu'il n'entrerait pas sur sa propriété sans autorisation écrite de sa part, que la préfecture pouvait lui envoyer un courrier officiel si un relevé était nécessaire, et que sa parcelle était privée. L'homme la regarda une seconde, puis remballa ses affaires sans insister. La camionnette repartit par le chemin. Claire nota le numéro de plaque sur un coin de carnet. Le soir, elle décida d'aller voir Bernard. Elle prit le chemin qui longeait la lisière de la forêt en direction du bout du hameau, là où il lui avait dit habiter. La maison était là, une bâtisse basse en pierre, volet mi-fermé. Claire frappa. Rien. Elle fit le tour, regarda par une fente d'un volet. À l'intérieur, aucun meuble visible, aucun objet, le sol nu. Une maison vide. Elle resta un moment sur le chemin, les mains dans les poches, à regarder la façade sans comprendre. Le lendemain matin, elle alla frapper à la seule autre maison habitée en permanence du hameau, celle de Madeleine Sarah, 82 ans, qui vivait à Centenac depuis sa naissance et n'en était jamais vraiment partie. La vieille femme ouvrit avant que Claire ait fini de frapper, comme si elle l'attendait. Elle avait des yeux vifs, légèrement amplifiés par des lunettes à verre épais, et la façon de tenir son châle autour des épaules de quelqu'un qui a appris à se méfier du froid et des gens avec la même prudence. « Je cherche Bernard Cos, dit Claire. Il est venu me voir il y a 2 semaines. Il m'a dit qu'il habitait au bout du chemin. » Madeleine Sarah la regarda un moment sans répondre, comme si elle pesait quelque chose. « Bernard, dit-elle enfin. Il ne vit pas ici. Il passe, il repart. 2, 3 fois par an, peut-être. Il reste jamais longtemps. » Claire attendit. La vieille femme resserra son châle. « On ne sait pas pour qui il travaille, dit-elle. Mais ce n'est pas pour le village, ça je peux vous le dire.
Elle dit cela sans emphase, comme une évidence connue de longue date, puis referma doucement la porte. Claire resta seule sur le chemin, le froid de novembre autour d'elle, et comprit que tout ce qu'elle avait dit ce soir-là à la lumière des bougies, la pièce secrète, les carnets, la source, ses projets, avait été entendu par des oreilles qui n'en voulaient pas du bien. Elle rentra à la maison sans se presser, comme si marcher lentement pouvait lui donner le temps d'ordonner ce qu'elle ressentait avant d'arriver. Dans la cuisine, elle s'assit et ne fit rien pendant un moment. Baume posa son museau sur ses genoux. Claire garda les yeux fixés sur la table, sur les carnets empilés, sur la tasse vide, et reconstitua la soirée avec Bernard Cos dans ses moindres détails. Sa façon d'écouter. Les questions simples posées au bon moment. L'intérêt qu'il avait manifesté pour la source quand elle avait posé le verre devant lui. Elle avait parlé librement, avec le soulagement de quelqu'un qui n'a pas eu de conversation depuis trop longtemps, et elle lui avait tout donné. La pièce secrète, les carnets, la source et les résultats du laboratoire. Ses projets, tout. Elle prit une feuille et un stylo et écrivit les choses dans l'ordre, méthodiquement, comme elle notait les constantes vitales d'un patient. Ce qu'elle avait dit, ce qu'il savait maintenant, ce que ça impliquait. Quand elle eut fini, elle regarda la feuille et comprit que Bernard Cos n'était pas venu par curiosité de voisin. Il était venu parce que quelqu'un l'avait envoyé vérifier ce que la maison d'Henri Moreau contenait encore. Le lendemain matin, elle appela le cabinet de Maître Vidal pour lui demander le nom d'une avocate spécialisée en droit rural. Il lui donna un numéro à foi sans poser de questions. Sabine Arnal avait la quarantaine, des cheveux courts et une façon de parler qui allait à l'essentiel sans brutalité. Elle reçut Claire dans un bureau encombré de dossiers, écouta tout sans prendre de notes, puis tendit la main vers la lettre d'Aréal. Elle la lut 2 fois. Puis elle posa la lettre sur le bureau et croisa les bras. « Ce droit de préemption qu'ils invoquent, dit-elle, n'existe pas dans les conditions qu'ils décrivent. Il y a bien un droit de préemption communal en zone rurale, mais il appartient à la commune, pas à un groupe privé. Ce qu'Aréal vous envoie, c'est un montage. Il compta sur le fait que vous ne le sachiez pas. » Claire demanda ce que ça signifiait concrètement. Que leur lettre n'a aucune valeur juridique, qu'ils ne peuvent pas vous forcer à vendre, et que si un géomètre revient sans autorisation écrite, vous pouvez porter plainte pour violation de propriété privée. Claire sentit quelque chose se desserrer dans sa poitrine. Dans les jours qui suivirent, elle fit 2 choses en parallèle. La première, elle photographia soigneusement une sélection de carnets de son grand-père et envoya les fichiers à un ethnobotaniste de l'Université de Toulouse dont elle avait trouvé le nom dans un article scientifique cité en marge d'un des carnets d'Henri, une annotation au crayon, comme si son grand-père avait lui-même établi ce lien des années auparavant. Elle joignit une lettre explicative, brève, factuelle. La réponse arriva 4 jours plus tard. Le professeur Delmas écrivait sur un ton qui contenait mal son excitation. Il demandait à voir les originaux. Il parlait d'un travail de compilation exceptionnel, d'observations botaniques inédites sur des espèces endémiques des Pyrénées ariégeoises, de valeur patrimoniale indiscutable. Il utilisait le mot « remarquable » 3 fois dans le même paragraphe. La deuxième chose que fit Claire fut d'appeler la rédaction locale de la Dépêche du Midi. Elle ne cherchait pas à faire du bruit. Elle voulait simplement que quelqu'un sache, quelqu'un d'extérieur, avant qu'Aréal fasse un mouvement de plus. Le journaliste qui vint s'appelait Luc Manviel, la trentaine. Un carnet papier dans la poche et des chaussures de ville inadaptées au chemin de terre. Il resta 2 heures, écouta, prit des notes serrées, photographia la façade de la maison et l'entrée de la pièce secrète que Claire lui montra. Il ne promit rien, dit seulement qu'il allait vérifier de son côté ce qu'était le groupe Aréal. Ce soir-là, en rentrant, Claire trouva une 2e enveloppe dans la boîte aux lettres. Plus épaisse que la première, avec la mention « mise en demeure » imprimée en rouge dans le coin supérieur droit. Aréal lui accordait 15 jours pour accepter leur offre de rachat. Passé ce délai, ils entameraient les procédures nécessaires à la sécurisation du projet. La formule était vague, mais pas innocente. Claire reconnaissait ce type de langage. Elle l'avait entendu une fois à l'hôpital, quand une direction avait voulu fermer un service. Des mots choisis pour faire peur sans rien dire de précis.
Elle posa l'enveloppe sur la table à côté des carnets de son grand-père et resta un long moment à regarder les deux choses côte à côte. D'un côté, des décennies de travail patient, d'observation, de soins. De l'autre, une feuille de papier produite en 20 minutes pour effacer tout ça. Elle alla se coucher sans répondre. 15 jours. Elle avait 15 jours et elle n'avait pas l'intention de les gâcher à avoir peur. Le 15e jour tomba un jeudi. Claire s'était levée avant l'aube sans avoir vraiment dormi. Elle avait passé une partie de la nuit assise à la table de la cuisine avec les carnets de son grand-père. Pas à les lire, juste à les tenir comme on tient quelque chose qu'on ne veut pas laisser prendre. Baume était couché contre la cuisinière, les yeux entr'ouverts, surveillant Claire de cette façon tranquille et constante qu'elle avait depuis le début. À 7h30, le téléphone sonna. C'était Sabine Arnal. « Achetez la dépêche ce matin », dit-elle simplement. Claire roula jusqu'à Tarascon. Elle trouva le journal dans le présentoir de la boulangerie, le prit, paya et resta debout sur le trottoir pour lire. L'article de Luc Monvielle occupait les 2/3 de la une régionale. Le titre était sobre et direct. Il voulait effacer la mémoire d'un village pour construire des chalets. En dessous était la photo de la façade de la maison en pierre et une photo des carnets d'Henri Moreau ouverts sur la table que Menvielle avait prise lors de sa visite. Le texte racontait tout avec précision. Le groupe Aréal, le montage juridique frauduleux, le géomètre sans autorisation, Bernard Cos et ses passages réguliers dans le hameau au service d'intérêt non déclaré, la source, les carnets, l'héritage d'un herboriste que sa propre famille avait ignoré pendant des décennies et qu'une entreprise de Toulouse voulait raser pour construire des chalets de luxe à sa place. Dans les colonnes de droite, une citation du professeur Delmas de l'Université de Toulouse qui qualifiait le fonds Moreau de patrimoine botanique d'une valeur scientifique et historique rare, possiblement unique pour cette région des Pyrénées. Claire lut l'article 2 fois, puis elle rentra à Santenac. Dans la journée, les choses s'enchaînèrent avec une rapidité qu'elle n'avait pas anticipée. Le maire de Santenac, un homme qu'elle n'avait pas encore rencontré, se présenta à sa porte en fin de matinée pour lui exprimer le soutien officiel de la commune et lui signifier qu'aucun permis de construire ne serait accordé à Aréal sur le territoire. Il était visiblement embarrassé de n'être pas venu plus tôt. Dans l'après-midi, Sabine Arnal l'appela pour lui lire les premières réactions. Une pétition circulait dans les villages voisins, Vigdessos, Oza, Siguer. Des gens qui n'avaient moi jamais entendu parler d'Henri Moreau signaient parce qu'ils reconnaissaient quelque chose dans cette histoire, quelque chose qui leur appartenait aussi. À 17h, la pétition comptait plus de 400 signatures. Le professeur Delmas publia en fin de journée une lettre ouverte sur le site de son laboratoire, reprise par plusieurs médias régionaux. Il y décrivait le travail d'Henri Moreau en des termes que Claire lut lentement, en s'arrêtant sur chaque phrase. Une vie entière consacrée à documenter la flore médicinale des Pyrénées ariégeoises, écrivait-il. Un savoir accumulé avec une rigueur scientifique qui dépasse de loin ce qu'on attend d'un autodidacte. Il concluait en demandant formellement que le fonds Moreau soit proposé au classement au patrimoine culturel immatériel de la région Occitanie. Le lendemain matin, Sabine Arnal reçut un courrier électronique du service juridique du groupe Aréal. 2 lignes. La société retirait sa mise en demeure et cessait toute démarche concernant la parcelle de Santenac. Aucune explication, aucune formule de courtoisie. Claire essaya d'appeler Bernard Cos sur le numéro qu'il lui avait laissé le soir de sa visite. La tonalité sonna dans le vide. Elle essaya 2 fois, le lendemain, puis plus jamais. Le numéro n'existait probablement plus. Ce soir-là, elle sortit sur le pas de la porte avec sa tasse de tisane. Le ciel était dégagé pour la première fois depuis des semaines, et les étoiles étaient visibles au-dessus de la ligne des sapins, nettes et froides. Baume s'assit à côté d'elle, le museau levé vers la forêt, les oreilles immobiles. Claire regarda la chienne regarder la forêt. Elle pensa à Toulouse, à l'appartement vendu, au couloir de l'hôpital, à Adrien, à la lettre de convocation glissée sous l'essuie-glace. Elle pensa à son grand-père, à cet homme qu'elle n'avait pas connu, qui avait passé sa vie ici à construire quelque chose en silence. Elle attendit le sentiment habituel, cette envie sourde de repartir, de ne pas s'attacher,
de garder le moteur du Kangoo dans un coin de la tête comme une sortie de secours. Elle attendit. Il ne vint pas. Baume se tourna vers elle une seconde, puis reporta son regard vers les arbres sombres, tranquille et attentive, comme si elle montait une garde qu'elle avait acceptée librement. Claire finit sa tisane. La nuit était froide et silencieuse et entièrement à elle. Le printemps arriva sur Santenac sans prévenir, comme il arrive toujours en montagne. Pas progressivement, mais d'un coup, un matin où l'air a changé de texture pendant la nuit et où la lumière touche les pierres différemment. Claire s'en aperçut un samedi de mars en ouvrant les volets du premier étage et en voyant que le jardin, qu'elle avait passé des semaines à défricher à la main, avait commencé à répondre. Des touffes vertes pointaient entre les pierres du chemin. Les rosiers sauvages contre le mur sud avertaient des bourgeons. Et dans les carrés qu'elle avait retournés à l'automne en suivant les indications des carnets, les premières feuilles de mélisse et d'achillée sortaient de terre avec une régularité tranquille qui ressemblait à une promesse tenue. Elle avait aménagé la grange attenante pendant l'hiver. Pas grand-chose. Quelques étagères en bois récupérées, une table solide, des bocaux alignés, une petite balance. Un espace propre, simple, qui sentait la plante sèche et la pierre fraîche. Elle avait accroché au mur une feuille cartonnée avec ses horaires. Le samedi matin, de 9 heures à midi. Vente directe. Tisane préparée selon les recettes d'Henry Moreau. Les premiers à venir furent les habitants des villages voisins, ceux qui avaient signé la pétition et qui arrivèrent avec la curiosité mêlée de respect, des gens qui ont défendu quelque chose sans tout à fait savoir ce que c'était. Ils repartaient avec 2 ou 3 sachets, revenaient le samedi suivant, amenant quelqu'un. Puis vinrent les autres, des gens de Foix, de Tarascon, quelques-uns de plus loin encore qui avaient lu l'article de Mennevielle et voulaient voir. Pas une foule, jamais une foule. Mais chaque samedi, la grange n'était pas vide. Claire préparait tout elle-même, à la main, avec l'eau de la source et les plantes du jardin quand la saison le permettait, avec les stocks séchés de son grand-père pour le reste. Elle suivait les carnets avec une précision qu'elle reconnaissait comme sienne. C'était la même attention qu'elle avait mise pendant 9 ans à doser, à mesurer, à ne pas se tromper. Sauf qu'ici, personne n'était en danger. Ici, les mains servaient à autre chose. En avril, Luc Manviel revint avec un photographe. Il passa la matinée à Santenac, prit des notes, photographia Claire devant la façade de la maison dans la lumière du matin. Il publia son article 2 semaines plus tard, plus long que le premier, plus personnel. Le titre était simple, Claire et les carnets oubliés de son grand-père. Il y parlait d'Henry Moreau, de la brouille familiale, de l'héritage contourné, de la source, d'Aréal et de ce qui s'était passé en novembre. Et il parlait de Claire, pas comme d'une héroïne, mais comme d'une femme qui était arrivée à bout de souffle dans un endroit qui l'attendait. Elle reçut des messages pendant plusieurs jours après la parution. Des inconnus pour la plupart. Des gens qui lui disaient qu'ils avaient connu quelque chose de semblable. Elle les lut tous, répondit à certains, et ne sut pas très bien quoi faire de cette attention soudaine, sinon la laisser passer comme passe le vent sur la crête. Ce fut en mai qu'elle trouva la page. Elle travaillait depuis plusieurs semaines à inventorier les derniers carnets, ceux qu'elle avait laissés pour la fin, parce qu'ils étaient les plus anciens, les plus fragiles. Le dernier de la série était le plus petit, couverture de cuir usé, page jaunie au bord. Elle le feuilleta lentement comme elle avait appris à feuilleter tous les autres. La dernière page était différente. Pas de nom latin, pas de dosage, pas de schéma. Une seule ligne, à l'encre bleue, d'une écriture plus hésitante que le reste. Celle d'un homme vieux qui avait écrit cela en sachant que ce serait lu après lui. Pour Claire, quand elle sera prête, elle saura quoi en faire. Claire resta longtemps sans bouger, le carnet ouvert sur les genoux. Baume couché à ses pieds dans la lumière de mai qui entrait par la fenêtre ouverte. Elle lut la ligne plusieurs fois, pas parce qu'elle ne la comprenait pas, mais parce qu'elle voulait la laisser s'installer complètement, sans se presser. Son grand-père ne l'avait pas connue. Il ne lui avait jamais parlé. Il avait juste regardé, de loin, à travers le silence que la famille avait construit autour de lui. Et il avait su. Il avait attendu, et il avait choisi. Dehors, le jardin respirait dans le vent léger.
La source coulait sous la dalle, tranquille et constante. Et quelque part dans les étagères de la petite pièce sèche derrière le buffet, des décennies de travail patient attendaient encore, sachets étiquetés et bocaux fermés à la cire, que les bonnes mains continuent ce qui avait été commencé. Claire ferma le carnet doucement. Elle posa la main dessus une seconde, puis se leva et alla ouvrir la porte de la grange. C'était samedi matin.